ça n'empêche pas l'humour, parce que, enfin, en tout cas, ça a été ma perception des choses, parce que les chapitres ont des titres qui, je ne l'avais pas remarqué immédiatement, c'est venu après, qui correspondent soit à des titres de films, soit à des titres de chansons. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on se fait piéger au commencement. Alors là, on est peut-être plus sur la Bible. Voilà. La femme d'à côté, bah, évidemment, c'est un film, Force obscure, Les liens du sang. Alors, Jeux interdits, c'est à la fois la musique et le film, on l'a dans l'oreille. Je vous laisse continuer. Alors ensuite, on a navigué en eau trouble là, mais je ne suis pas sûre que ce soit un titre, mais ça pourrait en être un. Donc il y a Atavisme quand même. Atavisme, oui. Alors si la photo est bonne, là c'est Barbara. C'est Barbara, bien sûr. Vertigo, c'est Hitchcock. La cabane au fond du jardin, on me l'a reproché celle-là. Hein. On vous l'a reproché? Je ne sais pas pourquoi. Oui, Francis Cabrel, je ne sais pas pourquoi il faudrait l'enlever. Bah écoutez, Francis Cabrel, c'est très bien. Alors, Je l'aime à la folie, donc là c'est une chanson aussi. Et maintenant, donc la grande chanson de Gilbert Bécaud, reprise à maintes reprises. Ça, je me rappelle. C'est une... oui, alors ça c'est un clin d'œil. Oui, c'est un clin d'œil parce que, en fait, je ne suis pas d'une nature triste. Hein, et alors, non plus, je ne suis pas d'une écriture triste non plus, je ne crois pas. Non, donc, effectivement, là on est pris par le suspense, mais je disais dramatique. Mais ça n'est pas une écriture, comme vous le disiez, triste ou misérabiliste. On ne pleure pas à chaque page. Non, et le personnage, je pense qu'il est sincère, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle a plein de faiblesses, elle en est consciente, elle les accepte, elle est en recherche d'une... Elle veut se restructurer, elle veut se comprendre. Alors, elle est un peu niaise par moment. Hein. On m'a fait la réflexion l'autre jour sur un certain passage avec... c'est vrai qu'elle trouve beau certains hommes et elle peut tomber amoureuse simplement d'un physique. Bon, tant pis pour elle, la suite arrive inévitablement, mais elle est faite de haut et de bas, elle est très humaine. Et je crois que c'est en cela aussi où on arrive à s'identifier avec le personnage et avec cette quête qui est la sienne. Parce que il me semble qu'on est tous, à des titres divers, à la recherche de cette identité. Et alors justement, est-ce que cette quête de l'identité a quelque chose à voir avec la liberté? Est-ce que notre passé ne nous emprisonne pas toujours? Est-ce que on est toujours soumis à ce passé? Alors on revient sur le thème de l'atavisme, oui. Peut-être du libre arbitre, mais là ça serait aller un peu trop loin je pense, mais en tout cas je pense qu'on est dépendant de tout ce qui nous a formés, hein, notre éducation, notre milieu social, mais qu'au-delà de ça, on a aussi en héritage alors on peut appeler ça des gènes, mais des traces de caractère et d'événements qui sont passés, dont on n'est pas forcément au courant et qui peuvent ressurgir. Et dans une famille, il n'est pas rare de voir, admettons, une famille de 5 enfants, avec un qui est différent des 5 et ça ne s'explique pas. Qui fait des choses qui ne sont pas liées aux parents proches. Et peut-être que c'est lié en cherchant à des arrière-grands-parents ou à des générations lointaines. Donc on peut aussi devenir assassin ou artiste. Je préfère artiste. Ouais, mais c'est rare aussi. C'est moins tragique. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait des lignes de force entre les différentes thématiques que vous abordiez dans les différents ouvrages. Et je me suis posé la question, j'ai été frappé par cette apparente contradiction entre cette façon que vous avez de traiter le passé à travers ce roman, l'atavisme, et votre passion pour la science-fiction qui, elle, nous emmène de l'autre côté du présent, enfin, du miroir et du présent. Et donc, nous projette hein, dans cet univers que vous développez là aussi dans une autre partie de vos romans, comme on l'a dit tout à l'heure, donc la dernière invention, et puis la dernière victime, ou Jim 2056, je ne sais pas quel titre vous préférez. Jim 2056, ça parle plus. Ça parle plus, voilà. Et la question, donc, dans votre parcours d'écriture, d'écrivain, quelle est justement la relation entre, d'un côté, cet ancrage dans le
passé, atavisme, et de l'autre côté, cette vision que vous donnez de l'avenir, ou que vous essayez d'avoir de l'avenir à travers le roman de science-fiction. Alors pour moi, il y a une seule quête qui soit vraiment intéressante, c'est l'être humain, c'est l'homme. L'homme, bien sûr, et la femme derrière l'homme, ou devant l'homme, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'être humain. Et le fait, bon, alors la science-fiction, c'est un genre littéraire qui me passionne depuis l'adolescence, comme beaucoup d'amateurs de science-fiction. On est piqué très jeune, et c'est le genre de choses qu'on lit en cachette quand on est petit, quand on est à mon âge, puisque c'était pas du tout reconnu. Donc moi, les comics de Marvel et les Strange, je les lisais au collège, mais en les cachant, hein. Et on a eu longtemps avant que ce genre littéraire soit reconnu. Pourtant, il y a des auteurs extraordinaires comme Asimov, C. Clarke et Dick qui sont maintenant tous portés à l'écran, plus ou moins heureusement, hein, parce qu'il y a quand même des excès, bien sûr, avec le cinéma américain. Donc, ce qui m'intéresse, c'est à la fois le passé de l'être humain et ce qu'est un être humain. Et l'intelligence artificielle met vraiment le doigt dessus. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes une machine? Et là, l'intelligence artificielle y répond maintenant, de plus en plus. Ou est-ce qu'on est autre chose? Alors écoutez, on va faire une petite pause musicale avec, alors je vous laisse l'annoncer, Long John Silver. Vous expliquerez le choix juste après la pause. D'accord. Voilà. Alors Malika Boulet, après cette petite détente avec Long John Silver, qui vous rappelle bien des souvenirs, je pense. Oui. C'était l'époque où vous aviez un pub, je crois. Hein. Oui, c'est un groupe qui se... Alors à l'époque, ça date des années donc 92, on a démarré en 92. C'était le pub L'Espadon à Saint-Quay-Portrieux. On exploitait une licence 5, donc une licence de spectacle. On a reçu beaucoup de musiciens et Long John Silver était un des groupes qu'on aimait beaucoup avec l'accordéon diatonique, c'était Olivier Henel, des chanteurs et des musiciens de grand talent. Alors maintenant, c'est les auteurs qui m'intéressent. Mais... Elle a toujours cette passion pour la créativité. Ah oui, il y a des grandes pointures ici. Alors revenons maintenant à votre livre, un de vos livres, donc Jim 2056. Donc dans ce roman, vous imaginez le rapport de l'homme et de la machine, si j'ai bien saisi toute la thématique. C'est un univers avec lequel je ne suis pas très familier, je l'avoue. Et donc ce rapport passe par l'intelligence artificielle. Alors une première question, peut-être un peu banale, mais pourquoi le nom du personnage, d'un des personnages, Jericho, c'est quoi? C'est un clin d'œil à une série américaine ou à la Bible? Oui, c'est plutôt toujours un peu biblique. Hein. Donc le Jim 2056, c'est quand même le deuxième. Hein. Avant, il y a la dernière invention. Alors, je ne sais pas si je ne peux pas commencer par la dernière invention. Commencez par la dernière invention. Voilà. Alors, la dernière invention, en fait, au départ, je suis tombée sur... je suivais une émission sur la conscience, en fait. Et un neurophysicien français, dont je ne dirai pas le nom parce qu'il est devenu l'un des personnages principaux de mes des deux romans, il est dans les deux romans, a prononcé ces deux mots, conscience artificielle. Il m'aurait donné un coup de poing, ça ne m'aurait pas fait plus mal. J'ai pas compris. Conscience artificielle, je ne vois pas comment on peut avoir une conscience qui serait artificielle. Et du coup, alors moi cet univers science-fiction, je baigne dedans, mais je n'avais pas passé ce cap de considérer que c'était une possibilité réelle d'avoir un jour des machines qui soient de plus en plus humaines, en fait, hein, puisque tout ce qu'ils font comme recherche actuellement, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que, bon, un microprocesseur qu'on a maintenant, l'informatique, c'est le début, mais bien sûr, ça va aller très vite, et ça va très vite. Et donc, je suis partie sur le petit enquêteur qui cherche à savoir quelles sont les nouveautés dans le domaine, et c'est surtout pour plutôt dénoncer les dérives qu'il y a dans ces recherches scientifiques qui n'ont pas beaucoup d'encadrement éthique.
donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet étant Jim 2056. Et on parle d'une trilogie ici. Alors, oui, la trilogie, c'est pour bientôt, après. Donc Jim, en fait, c'est la suite, puisque le personnage du robot, humanoïde, enfin, dans le deuxième, c'est un humanoïde. Il a vraiment l'apparence d'un être humain. En fait, j'ai suivi l'évolution des recherches actuelles. Au Japon, par exemple, on a découvert la manière de faire une peau qui soit la plus proche possible de la peau humaine. Et en fait, beaucoup de scientifiques, enfin au Japon en tout cas, en Espagne aussi, se reproduisent leur visage, leur corps, et mettent des machines à l'intérieur. Et donc on va vers cette espèce d'identification d'un être humain sur une machine. Et le truc, c'est que on veut maintenant, donc dans Jim 2056, on est plus dans cet aspect-là, c'est qu'on veut modéliser la pensée humaine, l'émotion humaine, et l'étape actuelle des recherches concerne le cerveau humain qu'on est en train de transformer en un cerveau artificiel. On ne le transforme pas, on est en train de créer un cerveau artificiel. Alors, je voudrais juste... Je vous sens perdu, Michel. Non, j'ai très bien suivi. Je ne l'aurais pas dit, mais j'ai tout à fait suivi. Je voudrais juste vous faire entendre une petite archive sonore en clin d'œil et en cadeau. Et puis on en reparle juste après. The first law is as follows. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number 2, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number 1. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Rule number 3, a robot must protect its own existence unless that violates rules 1 or 2. A robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life. Alors, vous avez reconnu, bien entendu, Isaac Asimov, les trois lois de la robotique. Les trois lois de la robotique. Alors, je vais quand même en donner une traduction pour que nos auditeurs qui ne seraient pas anglophones ne se sentent pas totalement exclus. Donc, la première loi est la suivante. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Alors, la deuxième, la loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un personnel autorisé, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. En d'autres termes, un robot ne peut recevoir l'ordre de tuer un être humain. Et en règle, loi numéro 3, un robot doit protéger son existence pour autant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Un robot doit procéder à sa propre destruction s'il s'agit de suivre un ordre ou de protéger une vie humaine. Alors, voilà, tout est dit. Tout est dit. C'est une vision quand même de la robotique, peut-être que je me trompe, mais telle qu'on la voyait dans les années 50. Avec une sorte d'appel au fantasme, à la peur, à la crainte d'un monde où le robot représente un danger. Est-ce que cette vision, d'après vous, est toujours d'actualité avec cette nouvelle forme d'intelligence artificielle qui se développe? Alors moi, je vais vous citer à mon tour quelqu'un. Je vais vous laisser deviner, tiens. Ça c'est méchant. C'est méchant. C'est donc l'une des dernières interventions d'un astrophysicien britannique.